Bonjour et bienvenue pour cette dernière séance d'atelier d'économétrie. Donc aujourd'hui, il y aura une dernière séance entre guillemets d'entretien individuel, donc qui sera a priori pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, où du coup on va vous demander d'avoir quand même bien avancé sur vos projets. Et l'idée ce sera de pouvoir répondre à vos dernières questions pour vous pour la dernière ligne droite comme. Mais bon, ça je vous redirai ça dans un mail assez prochainement. Donc là aujourd'hui, c'est la dernière séance de cours à proprement parler. Et on va s'intéresser à un concept qui est un peu hors programme, qui est le concept de validation croisée. Donc c'est pas quelque chose, enfin je dis que c'est hors programme dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'enseigner dans le type d'économétrie qu'on a l'habitude de voir. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour vous, et notamment pour ceux qui vont continuer à faire des mémoires l'an prochain, etc. Mais même à minima, je pense que ça fait référence à des choses qui sont vraiment intéressantes et une manière de voir la modélisation de manière un peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Je vais parler de la validation croisée, d'abord en parlant de la séparation d'un échantillon entre échantillon de test et échantillon d'entraînement. C'est ça qui nous intéressera le plus dans le cadre de vos projets. Et ensuite, je parlerai assez brièvement de la validation croisée, avant de vous montrer un cas relativement simple, euh, dans un cas hypothétique de série temporelle, donc quelque chose qui peut vous concerner. Donc là, ici, j'utilise que ces packages, et donc on va passer à l'introduction. Donc ici, petit rappel sur euh, quel est le principe et l'utilité de l'économétrie et de la modélisation de manière générale. Donc la modélisation, ça va permettre de rendre compte de la relation qui peut éventuellement exister entre différentes variables. Et donc l'économétrie, c'est un outil qu'on utilise justement avec ces méthodes de modélisation qui permet de tester la validité de théories économétriques, de théories économiques, pardon. Donc je vais prendre un exemple qu'on aura vu et revu dans ce cours, qui est celui de la loi de Kuhn. Donc on a la loi de Kuhn qui établit qu'il doit exister une relation négative entre le taux de croissance du PIB et le taux de croissance du taux de chômage. Et donc l'idée derrière ça, le raisonnement économique qu'on a derrière, est que quand on a un taux de croissance qui est élevé, les entreprises sont incitées à investir, mais on a également une demande qui est plutôt dynamique. Et donc, qui dit demande par modèle de l'accélérateur, etc., ça va stimuler d'autant plus l'investissement. Et donc, si les entreprises investissent, elles vont être amenées à embaucher. Et si elles embauchent, bah, nécessairement, on va avoir une diminution du taux de chômage. Donc, conclusion, ce que prédit la théorie économique qui est la théorie de Kuhn, la loi de Kuhn, c'est qu'il existe une relation négative entre ces deux variables. Et donc ça, c'est une théorie économique, c'est-à-dire que c'est basé sur le raisonnement économique, pas nécessairement sur l'observation, plus sur le raisonnement économique, et éventuellement on peut mettre en place un certain nombre de systèmes d'équations qui permettent à la fin d'arriver sous un certain nombre d'hypothèses économiques sur ce qui nous paraît être représentatif plus ou moins de la réalité, on va pouvoir déduire qu'il existe effectivement ou pas une relation négative entre le taux de croissance et le taux de chômage. Et empiriquement, donc là c'est le boulot un peu qu'on vous demande finalement en économétrie et dans le cadre notamment de ce projet, bah, le boulot de l'économiste empirique, ça va être d'essayer de valider ou d'invalider la théorie économique à partir de données observées. Donc dans le cas qui nous concerne ici, c'est des données observées de la croissance et du taux de chômage. Et à partir de ces données-là, on va utiliser l'économétrie, qui est un outil qui va nous permettre de vérifier si la relation à partir des données observées entre le taux de croissance du PIB et le taux de chômage est bien négative. Et une fois qu'on a validé ou non cette relation négative, on va pouvoir établir un certain nombre de recommandations de politique publique. C'est-à-dire, on va dire que voilà, pour faire diminuer le chômage, il va falloir stimuler la croissance, et pour stimuler la croissance, ça va stimuler la demande, etc. Ok, donc là, c'est un petit peu basique et relativement intuitif de dire qu'il faut stimuler la croissance pour diminuer le taux de chômage. Mais l'idée, c'est un peu ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on attend aussi dans vos projets, c'est que vous soyez capable
de comprendre ce que vous avez modélisé, quelles implications ça peut avoir et comment on peut en déduire des recommandations. C'est-à-dire essayer de faire de l'économie normative, dire voilà ce qu'il faudrait faire au vu de ce qu'on a obtenu dans nos régressions, au vu de nos résultats. Mais un autre objectif de l'économétrie et de la modélisation, ça va être de pouvoir faire des projections, de pouvoir dire que ce qu'on a réussi à modéliser, c'est vrai partout et en tout temps. Ok. Et parfois, on va même essayer de faire de la prédiction avec les données qu'on a, enfin avec les résultats qu'on a, c'est-à-dire essayer de prédire le futur. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc là, l'idée ici, si je prends le cas de la loi de Kuhn, dans un cas simplifié, hein, je suis désolé pour les dessins, ils sont pas très beaux. J'ai fait ça à la main parce que j'avais la flemme de le faire sur Python. Mais donc là, l'idée, c'est que si je prends taux de chômage, taux de croissance du PIB, je vais avoir un certain nombre de points pour un pays donné. Voilà, je vais avoir ce point-là, ça va être la France en 1950. Ici, je vais avoir 1952, 1953, etc., etc., etc. Donc ça donne un nuage de points. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une relation, un nuage de points qui semble dessiner une relation plutôt négative. Donc là, on trace une droite comme ça. Donc ça, c'est la fameuse droite que vous connaissez maintenant, droite des MCO, qu'on obtient en minimisant les écarts à la moyenne. Ok. Et donc on obtient un bêta, voilà, une ordonnée à l'origine. Ok. Donc ça, c'est une droite de régression qui me permet de dire qu'il existe effectivement une relation négative entre taux de croissance et taux de chômage. Donc ça, c'est le bêta qui est ici, en fait, il va être négatif. Mais l'idée, c'est que si j'ai un nouveau point vert, par exemple, là, je sais que pour 2021, par exemple, on va me dire qu'au premier semestre, je vais avoir 10% de croissance. C'est archi faux, hein, mais c'est hypothétique. Et ben, si je me reporte sur ma courbe, je vais pouvoir dire que mon taux de chômage il sera approximativement de 2%. En réalité, il sera un peu supérieur, mais voilà. L'idée, c'est que si ma droite elle est bien faite, alors je devrais avoir un taux de chômage qui est prédit par cette droite, justement, proche de la réalité. Donc c'est à ça que peut servir euh, l'économétrie. Alors là, c'était juste pour vous illustrer le fait que c'est important d'avoir un modèle qui soit représentatif des données. On ne peut pas appliquer des MCO à toute relation. Là, par exemple, j'ai un nuage de points qui décrit quelque chose de quadratique, c'est-à-dire que ça fait comme un x carré, ça fait une cloche inversée, un U. Et si j'applique un MCO classique, je vais avoir une droite qui ne peut pas prendre en compte de manière simple la non-linéarité qui est ici. Et, et du coup, si j'ai un nouveau point vert ici, pour une année donnée, bah, je vais prédire le x1 qui est là, d'accord? Ça, c'est 2021, 2022, même si vous voulez, je prédis cette valeur de y, ok? Enfin, je pense que y va valoir cette valeur. Bah, mon x prédit par mon modèle en rouge ici, ça va être le x1. Alors que la véritable valeur pour cette année-là, pour ce moment-là, c'est x2. Et donc, là, il y a un écart entre les deux. Je fais une erreur en fait de prévision, de prédiction à ce moment-là qui peut être problématique. Bon, bah, nous, on va s'intéresser à cette idée-là. On va s'intéresser à l'erreur de prévision, l'erreur de prédiction. Euh, voilà, donc comment s'assurer que notre démarche est la bonne, que notre modèle est efficace pour prédire ce qui se passera si on a de nouvelles observations pour les variables explicatives. On a au moins deux solutions. Déjà, il faut bien choisir la méthode de régression. Donc là, dans le deuxième cas, celui-là, il aurait fallu comment, un modèle non linéaire qui puisse rendre compte justement de la forme quadratique qui est ici, et quelque chose qui serait plus adapté que les MCO classiques. Donc pour ça, il faut faire de la bonne statistique descriptive, c'est-à-dire que ici, j'aurais pu ne pas me rendre compte de cette forme de, de- de la relation entre x et y si j'avais pas fait un nuage de points. Si j'avais simplement regardé l'évolution de x
et de y séparément, j'aurais pu ne pas me rendre compte de cette relation un peu non linéaire qu'il peut y avoir entre les deux variables. Donc la statistique descriptive, elle permet justement de savoir quel modèle on est censé utiliser pour euh, modéliser la relation entre des variables. Ensuite, il faut un bon recul sur la théorie économique. La loi de Kuhn, en l'occurrence, on sait que c'est une loi qui se vérifie à peu près linéaire dans pas mal de pays et pour pas mal d'époques. Donc, si la théorie dit qu'il existe une relation qui est linéaire, il n'y a pas de raison de s'orienter vers des modèles qui soient non linéaires, par exemple. Et enfin, il faut un bon recul sur la littérature empirique, c'est-à-dire que ça, c'est tout ce qu'on vous a dit. Il faut avoir investi un petit peu la littérature sur vos sujets pour pouvoir vous, vous placer par rapport à ce que font les auteurs sur votre sujet en termes de méthodologie. C'est-à-dire que si tous les auteurs de votre domaine de recherche font du linéaire, il n'y a pas besoin d'aller faire du non linéaire et vice-versa. Ok, alors parfois c'est toujours intéressant d'éventuellement amener des nouvelles méthodologies pour se démarquer, voir si ça fonctionne mieux, etc. Et une autre manière de voir si un modèle est performant, c'est de faire de ce qu'on va ici appeler par abus de langage validation croisée, c'est-à-dire se fier en gros à la qualité du modèle hors échantillon, c'est-à-dire sa capacité à prédire une bonne valeur de x ici, quand j'ai une nouvelle valeur de y. Ici, on se rend compte que le modèle n'est pas adapté. Ici, le modèle est plutôt pas trop mal adapté. Ok, donc on va s'intéresser à ça ici. Alors, dans une certaine mesure, c'est des choses que vous pourrez appliquer en seuil temporel. Il y a juste une condition qu'il faut qu'on aime bien respecter quand on fait ce type quand on applique ce type de technique, c'est avoir un certain nombre d'observations, de données. C'est-à-dire que si vous êtes en annuel de 2000 à 2019, ça va être très compliqué de faire ce que je vais vous décrire ici. Si par contre vous êtes en semestriel de 1920 à 2020, là ça commence à devenir assez intéressant de procéder à ce type de démarche. Ok, donc on va rentrer un petit peu dans le détail de la validation croisée.